On connaît son ton goguenard, sa plume talentueuse qui a donné naissance à plus de 40 livres, 40 titres. Il nous fallait néanmoins mieux connaître Alain Pocard. C'est fait grâce à la parution de son livre Mémoire des mémoires au galop intitulé « J'aurais dû rester chanteur de rock'n'roll ». C'est en vente bien sûr sur tvl.fr, sur la boutique de TV Liberté. Alain Pocard, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Et merci d'être sur TV Liberté pour présenter ce petit ouvrage, ce bel ouvrage d'histoire d'une vie. Et au détour d'une page, vous écrivez « J'aime cette manière de croiser les célébrités, de flirter avec les événements sans trop s'y attacher. » Et des célébrités, vous en avez rencontré tout au long de votre carrière. Et en dehors des femmes aimées, des noms semblent prendre le dessus. Je dirais pour ma part, deux écrivains, vous me direz si je me trompe, Pierre Gripari et Jean Dutour. Ce sont vos plus belles rencontres? Parmi les plus belles, oui, parce qu'il y a des amitiés avec des gens qui peuvent être plombiers, hein, ça n'a rien à voir. Mais à partir du moment où on se destine à être écrivain, il vaut mieux rencontrer des écrivains de grand talent. Et je pense que Gripari et Jean Dutour font partie des deux grands écrivains, parmi d'autres, deux grands écrivains du XXe siècle. C'est incontestable. Personnalité fortement différente quand même, hein. Eh bien oui, très différent, et c'est peut-être pour ça qu'ils s'appréciaient, car il y en a un qui est plutôt dans le conte, avec beaucoup de fantastique, l'autre plutôt dans des choses plus réalistes et tout, mais ils avaient tous les deux cette perception assez aiguë de la bêtise et de la médiocrité contemporaine. Et puis, après tout, quand j'ai créé le Club des Ronchons, c'était avec Gripari, et tout de suite j'avais pensé à Dutour comme président d'honneur, mais je me disais, oh là là, comment je vais rentrer en contact avec lui? Et Gripari dit, mais je le connais, tu verras, il est sympa, il est pas du tout, il fait pas du tout de chichi et tout, il est très marrant, et c'était un homme très marrant aussi. Alors, on ne va pas avancer plus loin sans expliquer quand même le titre des mémoires. J'aurais dû rester chanteur de rock'n'roll. Car si on vous connaît écrivain, aussi beau parleur, et à la radio, et notamment à Radio Courtoisie, on sait moins que vous avez été chanteur de talent même. Oh, oui, j'en avais un certain, je pense. J'ai eu un gros succès au Golf Draw à l'âge de 17 ans. Non, il faudrait d'abord parler de ces... Bon, il s'est passé quelque chose avec la puissance américaine a créé dans les années 50 une nouvelle société qui est la société de consommation pour les adolescents. Et elle s'est servie d'une chose, d'abord d'une nouvelle technique, le micro-sillon 45 tours. Et il faut dire, ils ont eu la chance d'avoir quelqu'un qui a entraîné tout le monde derrière lui, qui était Elvis Presley. Moi, j'aimais beaucoup, j'écoutais la chanson française, du jazz, quand j'avais 12-13 ans, et j'ai continué à les écouter. Mais quand j'ai vu Elvis pour la première fois à la télévision, je me dis, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ce qu'a dit John Lennon. D'ailleurs, avant Elvis, il n'y avait rien. Il y a eu vraiment un apport, et j'ai voulu être chanteur de rock'n'roll. J'ai acheté on m'a offert une guitare parce que j'ai réussi la seconde fois à avoir le BEPC, et puis voilà, et puis j'ai commencé à chanter, à jouer assez médiocrement de la guitare, mais chanter plutôt justement du rock'n'roll, me produire, monter des petits orchestres, comme ça se faisait dans les années 60, avec des noms bizarres. C'était une époque passionnante, on avait l'impression qu'on allait faire le monde. On était peut-être un peu quand même manipulé par l'époque aussi, c'est possible. Mais quel plaisir d'arriver sur scène, de faire world comme ça, puis d'un seul coup, tout le monde vous applaudit. Mais c'est formidable. Et pourquoi pas avoir fait carrière? Parce qu'il y avait beaucoup de monde. D'une part, ça se bousculait au portillon, si vous me permettez l'expression. Les rockers français avaient tous 1 ou 2 ans de plus que moi, et ça s'est fait très vite. Les compagnies de disques ont pris tous leurs chanteurs. Après, il n'y a plus de compagnies de disques. Et puis au fond, je voulais quand même être écrivain. J'ai jamais cessé d'écrire. Alors je faisais à l'époque en même temps des petites chroniques cinématographiques, critiques de cinéma et tout. Non, je voulais quand même être écrivain. Et finalement, bon, c'est un peu une provocation parce que je suis quand même très content d'avoir été un écrivain. Mais je pousse encore la chansonnette. D'ailleurs, j'aurais dû venir avec ma guitare. Enfin, mais vous reviendrez. Vous avez chez Anne Brassier. Dans les pages culture. Allez, pour garder le ton de l'ouvrage, peut-être un ton un peu plus sérieux, j'aurais dû, vous dites j'aurais dû rester chanteur, j'aurais dû rester à ne pas dépasser ce handicap de mon enfance avec une mère qui ne m'aime pas
et le reproche, je vous cite, de faire aux femmes ce que votre mère vous a fait. Oui, c'est pas qu'elle m'aimait pas, c'est qu'elle aurait voulu que je n'existe à point. Alors bon, c'est un peu gênant quand même. J'existais et j'ai été... Vous savez, finalement, il y a un équilibre dans la vie. On n'avance jamais sur un seul pied. J'avais une mère qui était une étrangère pour moi, mais heureusement, j'avais ma grand-mère, la propre mère de ma mère, qui elle tout de suite a vu qui j'étais, a compris que j'étais pas n'importe qui. Et qui va la remplacer. Et qui la remplace. Non, on ne peut pas remplacer une mère, c'est autre chose. Mais en tout cas, sans ça, je serais peut-être depuis je ne sais combien d'années en psychanalyse. Vous me voyez en psychanalyse? Mais je ne vois pas, mais vous dites... on me reproche d'avoir fait aux femmes ce que ma mère m'a fait. Sous-entendu, on vous en fait un peu le procès du machisme, non, j'ai jamais été etc. macho. Rien de tout cela. J'ai beaucoup plus été misogyne que macho, en fait. C'est plutôt ça. Non, macho, je ne le suis pas. Misogyne? Vous savez, bon, la misogynie a ses lettres de noblesse avec Sacha Guitry, même si d'ailleurs c'est pas le terme exact. Je pense même que le misogyne est le meilleur ami de la femme. Madame Sandrine Rousseau devrait réfléchir à ma pensée, mais elle doit même ignorer que j'existe. Non, c'est... Comment dirais-je, c'est un prêté pour un rendu, enfin un donné pour un rendu, voilà, c'est comme ça. Mais je m'en suis sorti, hein, rassurez-vous, d'ailleurs mes cheveux gris témoignent pour moi quand même. Et j'ai tout lu, donc je sais. J'aurais dû me contenter d'écrire des romans érotiques. Ah, j'en ai écrit, oui. Ça devient un peu lassant parce que c'est... Ça rapporte. Non, oui, plus que... Toujours. L'érotisme rapporte toujours. Non, mais le problème, si vous voulez, autant je suis pour que dans un roman, si une scène érotique est nécessaire, il faut la mettre, il faut l'écrire. Mais on commence, le premier chapitre, c'est des caresses, le deuxième chapitre, et puis on évolue, et puis voilà. J'en ai eu un petit peu marre. Non, ce qui est beaucoup plus rigolo, j'en ai fait un petit peu, sous un pseudonyme farceur, c'est des polars. Sous le pseudonyme de Humphrey Pocard. Excusez-moi. On sait de qui on parle. J'aurais dû faire du cinéma à force d'en parler et d'en faire la critique. Oui, mais non, ça, je ne suis pas capable. Pour une raison très simple, c'est que, par exemple, pour trouver un éditeur qui vous publie, il va mettre une somme X. Mais pour faire un film, il faut multiplier cette somme X par 1000, 2000, 3000, 10 000. Vous voyez, donc ça veut dire des contacts, des ceci. Je ne suis pas fait pour ça. Moi, j'aime bien rester chez moi comme mon cher Léoto. Et on est tellement bien chez soi. D'abord, on a les boissons qu'on aime, on a les livres qu'on aime, on a les programmes qu'on aime, de musique et autres. Et voilà. Mais à aucun moment vous vous dites j'aurais pu être acteur, j'aurais pu être réalisateur, scénariste? Non. Scénariste? Ah ça, oui, j'ai travaillé sur les scénarios, mais non, ça n'a pas marché. C'est un autre métier. C'est pas la même chose que d'écrire un roman. Hein. C'est un autre métier. J'aurais dû réussir totalement ma carrière et obtenir la reconnaissance en restant gauchiste et franc-maçon. Oh oui, mais vous savez, on fait des bêtises dans sa jeunesse. J'ai été 2 ans et demi franc-maçon, 2 ans et demi marxiste-léniniste. Et en tout cas... Ça vous a passé? Comment? Ça vous a passé? Oui, ça m'a passé, mais je vais vous dire une chose. Je crois que les meilleurs connaisseurs du monde communiste, ce sont les anciens communistes. Il ne faut jamais oublier que Solzhenitsyn était communiste quand il est arrêté. Il ne faut jamais oublier ça, et que nombre de gens qui ont bien analysé, mieux analysé même le communisme que des gens qui venaient de la droite ou surtout du libéralisme, à mon avis, les libéraux comprennent rien. Bon, mais ceux-là, parce que quand vous voyez les choses de l'intérieur, vous voyez par où il y a les fuites du bateau, vous comprenez? Tandis que quand vous êtes sympathisant, non, c'est pas bon, vous voyez le bateau de l'extérieur, il est magnifique. Bon, mais la critique faite aussi par les libéraux est, à mon avis, une critique. Mais ça, il faudrait reparler de ce grand penseur qu'est Zinoviev, dont plus personne ne parle. Marxiste, léniniste, gauchiste. Bon, on peut l'expliquer, c'est la famille, c'est la tradition familiale. Non, mon père m'a dit, mon père qui était féfi, mais il m'a dit quand même qu'à la libération de Paris, les cocos l'avaient écœuré. Et pourtant, il était content de voir partir les Allemands, il ne faut pas dire le contraire. Hein. Alors pourquoi ce choix? Et pourquoi ce choix franc-maçon?
Parce que, pas une porte, mais pour une raison très simple, c'est que je voudrais, d'abord parce que mon père l'était, donc ça permet d'y rentrer facilement, ça s'appelle un louveton, et surtout parce que je me suis dit, mais je connais personne, j'ai besoin de rencontrer des gens qui pensent. Or, le niveau, à part une seule personne, j'ai rencontré des gens, des braves gens aussi, faut pas croire, hein, mais des gens qui n'étaient pas d'un niveau culturel très élevé malgré tout, et je me suis dit, finalement, les gens, quand on veut rencontrer des gens vers lesquels on veut aller, à ce moment-là, il faut mieux les rencontrer par son propre travail. Quelqu'un qui va lire un article de vous, qui va dire, non, ce que vous dites, c'est pas idiot, et petit à petit, c'est comme ça qu'on rencontre les gens qui vous intéressent vraiment. J'aurais dû cesser finalement d'être un ronchon et de le revendiquer. Non. Ah non, le ronchon, c'est... On n'aime pas les ronchons-ci. Comment? Est-ce qu'on aime les ronchons aujourd'hui? Moi, j'aime beaucoup les ronchons, puisque je suis président à vie du Club des ronchons. Non, les ronchons, c'est des gens qui... Dutour a écrit un magnifique manifeste ronchon où il dit « Le monde est d'âge en âge qu'une grande conspiration de crétins malfaisants dont il faut absolument se démarquer. » Finalement, l'humanité marche à hu et à dia, parce que de temps en temps, il y a des gens d'exception. Bon, en France, on en connaît, il y a eu quelques rois, il y a eu Jeanne d'Arc, le général de Gaulle, mais à part ça, on a eu, quand on voit la Troisième République, quand même, les présidents de la Troisième République, et même un peu de la Quatrième aussi. Non, il y avait des braves types. Coty est un brave type, mais les présidents de la Troisième République sont des crétins absolus, quand même. Bon. Et il y a de temps en temps un homme d'exception, mais voilà, c'est le monde. La phrase de Dutour est très juste. D'âge en âge, seulement une grande conspiration de crétins malfaisants. Alain Pocard, vous savez que si je faisais venir Sandrine Rousseau, elle vous dirait ronchon égale réaction, réaction égale enfer. Ah, j'aime beaucoup Sandrine Rousseau parce que c'est les gens qui ne vous déçoivent jamais. On peut l'interroger sur tout, elle dira toujours une connerie. Mais avec en plus un petit truc supplémentaire, vous voyez, c'est pas l'imbécile de base qui est un brave couillon. Bon, non, il y a quelque chose d'enveloppé, mais elle a quand même un regard de fusilleuse. Hein. Vous avez remarqué ça quand même. Donc Rochon, vous êtes à vie et vous le revendiquez. Président à vie, oui, ça c'est... Bon, on le voit, il n'y a pas de... Ça vous embête qu'il n'y ait pas de démocratie au Club des Ronchons? C'est votre problème. On le voit, il n'y a pas de regret dans les choix de votre vie, finalement. Oh, si, quand même, peut-être, si. Mais bon, mais c'est... Vous savez, la sagesse, c'est de prendre la vie comme elle est venue. On aurait pu mieux faire, on aurait pu plus mal faire. Oui, il y a des regrets, fortement. Je vous dis de vous-même, je n'ai pas raté ma vie, je l'ai même un peu réussi. Un peu. Après votre amitié avec Gripari, sulfureux, écrivain, votre soutien aux Serbes quand la France et l'OTAN bombardent Belgrade, le fait d'avoir été patron d'émission à Radio Courtoisie, je l'ai dit en quelques secondes, vous avez vraiment tout fait pour être bien vu de l'intelligentsia? Tout à fait. Il manque quelque chose d'ailleurs. Il y a une trilogie normalement, Radio Courtoisie, les Serbes et Hamid Gripari qui était très mal vu d'une certaine gauche, très très mal vu. Vous avez accepté d'être finalement anticonformiste jusqu'au bout. Non, mais quand je rencontre quelqu'un, un grand écrivain, intelligent, qui me donne son amitié, sous prétexte que la gauche ne l'aime pas, je ne vais pas rompre avec lui quand même. Enfin, c'est... Bon, quand on est patron de Radio Courtoisie, enfin patron d'émission de Radio Courtoisie, avec Jean Ferret, et puis avec Dominique Paoli, on n'est plus un marxiste-léniniste. Non, encore qu'il y a des choses... J'ai relu du Marx récemment, il y a des textes absolument imbéciles, mais il y a 2 ou 3 textes qui sont quand même remarquables. Et il est le premier à avoir vu que la société se présente comme une accumulation de marchandises. Car il ne faut jamais oublier que ce qui domine aujourd'hui, c'est une déesse païenne qui s'appelle la marchandise et qui a plus de lieux de culte, les hypermarchés, les supermarchés, les petites boutiques qui sont les chapelles et tout, que les autres réunions réunies. Hein, plus marxien que marxiste. Néanmoins, ma question est simple. Je vous dis, vous êtes jeune, vous voulez être chanteur de rock'n'roll, vous voulez être marxiste-léniniste, vous voulez être franc-maçon. À la fin des Mémoires au galop, vous n'êtes plus tout cela, mais vous êtes un réac de droite.
Facho, dirait Sandrine Je suis assez Rousseau. d'accord. Il y a une phrase de Lucchini que j'aime bien qui est je déteste la droite et je hais la gauche. Je suis pas droite, je suis réactionnaire. Mais comment on fait ça? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie pour qu'on aboutisse à ce chemin? Parce que le monde est de plus en plus laid, parce que je suis né dans un Paris qui ressemblait à Paris. Il faut quand même dire que ce qu'ont fait Napoléon III et le baron Haussmann, ils ont rendu cette ville, tout ce qu'il y a d'agréable dans la ville de Paris. Bon, il y a des églises, des palais qui ont été construits avant, mais la ville était un cloaque, faut bien le dire. Bon, tout ce qui fait que notre vie est agréable dans Paris, c'est grâce au baron Haussmann et à Napoléon III. Et on a eu les gens sans goût, Pompidou, Mitterrand, et puis après les maires de Paris. Là, quand on arrive dans vos locaux qui sont pas très loin quand même de Paris et de la porte, on voit ce que la mairie de Paris construit, notamment les deux tours du haut de Nouvelles. Alors ça, mais je trouve que ces gens-là devraient passer dans un tribunal pour crime en temps de paix. Enfin, Voilà, c'est ça. Le fondement de votre réflexion, c'est une critique de plus en plus affirmée de la modernité. De l'esthétique, de la laideur esthétique. J'ai écrit plusieurs livres là-dessus, mais qui ne servent strictement à rien. Les criminels du béton, manuel de résistance à l'art contemporain, mais le prétendu art dit contemporain, par exemple. C'est une belle chose dans l'art contemporain. Bon, ben vous me les trouverez, puis vous me les direz. Bon, qu'est-ce que c'est? À chaque époque, il y a un art officiel. Il y avait un art pompier pour la bourgeoisie, il y avait l'art réaliste socialiste pour le communisme. Eh bien, l'art contemporain, c'est l'art officiel de la mondialisation, c'est tout. C'est-à-dire que ils tiennent à faire passer un message, n'importe quel imbécile peut faire de l'art. Et surtout, nous sommes tous des enfants. Ça, c'est une grave... les enfants, ils ont besoin d'apprendre. Sans ça, vous savez, on pourrait faire de l'art contemporain ici. Il suffirait, par exemple, de prendre nos fauteuils, les poser comme ça, on dirait, voilà, j'ai créé une œuvre d'art. Non, allons, soyons sérieux. L'art, c'est le travail. L'art, c'est le travail. Et le béton, c'est un matériau... Il n'est pas responsable, on peut en faire quelque chose de bien. D'accord, mais c'est vrai que ça a permis de faire n'importe quoi, parce que vous pouvez faire n'importe quoi avec le béton armé, parce que le béton, il existait aussi sous les Romains. Non, mais moi je suis assez contre ceux qui pétrissent le béton à la tonne. C'est une contrepétrie, ne la cherchez pas. Non, je l'ai. Alors, du coup, j'aurais perdu mon propos. Est-ce que vous avez souffert finalement d'une forme d'ostracisme, de sectarisme aussi? Cette phrase d'Oscar Wilde, un écrivain n'est pas jugé sur son œuvre, mais sur la couleur de sa cravate. Oui, c'est aujourd'hui, c'est tout à fait ça. Couleur de la cravate, évidemment, c'est une image, hein, bien entendu. Non, mais Oscar Wilde a tout dit. Il a tout dit, il fait partie de ces grands qui, en une phrase, vous décrivent une société, vous disent dans quel océan de stupidité on vit. Alors, toujours avec cette idée... Par exemple, il y a une chose très simple. On peut dire, vous, moi, d'autres personnes peuvent dire « Ah là là, on est entouré par les cons », ce que disait le grand dialoguiste Henri Janson. Mais quelqu'un peut vous dire « Mais oui, mais vous m'entourez en tant que con ». Est-ce qu'il faut dire Oscar Wilde va beaucoup plus loin et dit « Nous ne sommes plus entourés que de gens intelligents, c'est devenu un vrai danger public. Dieu fasse qu'il nous reste quelques idiots. » Et au fond, on a l'impression dans notre société que tout le monde est intelligent, aime l'art contemporain, aime ceci, aime cela, récite les droits de l'homme comme si c'était une prière. Et en même temps, mais ceux qui comprennent vraiment la société, ce sont les idiots. Ce sont les petits-enfants. Enfin, les petits-enfants, nous sommes des petits-enfants par rapport à l'immense hypocrisie du monde actuel, bien sûr. Enfin, moi, je me sens très petit enfant. Hein. On a parlé de l'ouvrage très rapidement, bien sûr, on a peu le temps. Il y a juste un mot, quelqu'un qu'on n'a pas prononcé, les femmes. Elles sont partout dans l'ouvrage, et là, il faut attendre quasiment la fin de l'entretien pour que je vous en parle. Votre relation aux femmes. Faut pas en parler? Non, je pose à vos relations aux femmes. Oh moi, surprenante. J'aime les femmes, oui, bien sûr. Beaucoup. Non, j'aime pas les femmes. Je suis comme Léoto, j'aime la femme. Les femmes, quand elles sont en groupe comme ça, c'est des emmerdeuses en général. Mais la femme, c'est très supérieur à l'homme. La femme avec une majuscule, c'est très supérieur à l'homme. D'abord, elle fait une chose que nous, on sait pas faire, c'est mettre au monde. Et ça, jusqu'à présent, on peut nous habiller en femme tout ce qu'on veut, mais mettre au monde, c'est un peu difficile pour nous. Non, la femme, la femme nous est supérieure dans tous les domaines.
Elle est beaucoup plus, elle est plus résistante physiquement. Je dis pas qu'elle est plus forte physiquement, mais elle est plus résistante physiquement, plus résistante moralement, psychiquement. Non, non, la femme est supérieure dans tous les domaines, et les féministes ne font qu'affaiblir en fait cette supériorité de la femme. Vous avez beaucoup aimé les femmes, elles vous ont beaucoup aimé. Certaines, oui. Et il y en a une qui ressort aussi, Catherine. Oui, bon, bah, elle s'est tuée dans un accident de voiture quand j'étais... Vous ouvrez l'ouvrage avec ça, donc c'est quelque chose qui vous a marqué forcément. Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est... Bon, il faudrait raconter toute l'histoire aussi. Mais finalement, il en est des femmes de notre vie, un peu comme, vous savez, comme dans la Bible, on attend le Messie, puis quand il arrive, on ne le voit pas. Et c'est souvent ça avec la femme de sa vie. On l'attend, la femme de sa vie, puis on ne la reconnaît pas. Parce qu'elle n'est pas forcément telle qu'on l'a imaginée. Il faut prendre aussi un petit peu les gens tels qu'ils sont. C'est très, très simple comme formule, mais je suis assez voilà pour. Les regrets alors. Hein? Et voilà les regrets alors. Oui, mais on ne peut pas se passer de regrets. Vous savez, quand j'étais gosse, il y avait des publicités dans le métro. Je n'ai qu'un seul regret, je n'ai pas connu les cours Pigier ou l'école universelle. Bon, moi je crois qu'il y a plein de regrets. Bon, faut faire avec. Hein. Faut surtout se regarder dans la glace tous les matins en disant, bon, t'as encore tant d'années à vivre. Bon, finalement, tu t'en es pas sorti. Et à part peut-être 2 ou 3 petites saloperies dont tu t'es confessé, parce qu'on a tous fait dans notre vie 2 ou 3 petites saloperies, hein, faut bien le dire. Bon, bah, finalement, t'es pas un mauvais bougre, t'es pas un mauvais cheval, quoi. Vous avez la franchise d'écrire cette phrase « Ma carrière n'a pas pris le départ, faute d'ambition, ou mieux encore, à cause de ma paresse ». On connaît quand même plus paresseux que quelqu'un qui a écrit 40 livres au compteur, si vous me permettez l'expression. Oui, d'abord, ils sont pas très gros en général. Celui-là est le plus gros, oui. Non, mais la paresse, mais c'est formidable, la paresse. Tiens, puisque vous parliez de marxisme, il y a le gendre de Marx qui avait écrit « Éloge de la paresse ». C'est pas un très bon livre, mais quel beau titre! Éloge de la paresse, mais quel beau titre quand même. Enfin, il faut être paresseux, il faut avoir envie de... Parce que c'est justement dans les périodes où on ne travaille pas, où on fiche rien du tout, que se prépare le prochain livre ou la prochaine œuvre, si on est peintre, compositeur ou autre, hein, ou cinéaste. Alain Pocard, j'aurais dû rester chanteur de rock'n'roll. Ce sont des mémoires au galop. Il y en aura d'autres. Vous savez, c'est un peu comme Trenet qui faisait ses adieux toutes les 2 semaines, ou Aznavour. Est-ce que les mémoires au galop annoncent des mémoires au trot? Oh non, non, je crois que j'en ai... Non, mais je sors bientôt un livre sur Paris, parce qu'on ne peut pas laisser les crimes impunis. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il faut revenir quand même sur les salauderies de la mairie de Paris. Eh bien, écoutez, vous viendrez en reparler là, ah ben, j'espère avec bien. votre guitare, c'est promis. Avec votre guitare. Vraiment, vous voulez? Vraiment, allez, on essaie. Eh bien, on le fera. Allez, merci Alain Pocard. Allez, j'ai dû rester chanteur de rock'n'roll. C'est aux éditions Via Romana et c'est sur le site tvl.fr. Merci à vous.